Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Après Katowice en Pologne l'année dernière, c'est à Madrid que s'est ouverte hier la conférence internationale pour le climat qui chaque année vise à coordonner les pays dans la lutte contre le réchauffement climatique. Près de 200 pays sont donc réunis jusqu'au 13 décembre à Madrid pour cette COP25, 4 ans après avoir scellé ensemble le fameux accord de Paris de la COP21, un accord historique qui, rappelons-le, ont tend limité à 1,5 degré la hausse des températures dans les années à venir. Que s'est-il passé depuis cette COP21 et que faut-il attendre de la COP25 ? Bonjour Laurent Bopp, vous êtes climatologue et océanographe au CNRS. Et à l'ENS, le mot d'ordre de cette COP25 maintenant, c'est le Time for Action, temps de l'action. Que s'est-il passé depuis l'accord de Paris en 2015 ? Alors, beaucoup de choses s'est passé depuis l'accord de Paris, sûrement pas assez. Et déjà à l'accord de Paris, les contributions des pays qui visent à réduire les émissions de carbone ne sont pas suffisantes pour atteindre l'objectif des 1,5 degrés. Et donc ces COP qui ont lieu tous les années visent à améliorer les objectifs et à travailler sur les règles qui vont permettre d'aller vers cette limitation du réchauffement climatique à 1,5 degré. Quelles règles ? Alors les règles, il y en a plusieurs. Les deux règles pour lesquelles il faut encore travailler, et ça sera le cas à la COP, sont les suivantes. Une première règle sur la comptabilité des émissions carbone. Comment est-ce qu'on compte les émissions carbone ? Et ce qu'il faut éviter, c'est la double comptabilité. Je vous donne un exemple. Imaginez qu'on ait envie de compenser une partie des émissions qu'on fait en France, et pour cela, j'achète ou nous achetons une parcelle, par exemple au Brésil, pour faire de la reforestation. Et donc on va compter ces émissions de carbone liées à cette nouvelle forêt pour nous, parce qu'on a payé pour cette reforestation. Et puis les Brésiliens aussi vont peut-être compter cette parcelle de reforestation. Et donc il faut éviter cette double comptabilité, sinon évidemment ça ne va pas marcher. On va trop compter et on n'arrivera pas à atteindre les objectifs. On est capable de mesurer d'ailleurs ces doubles comptabilité de la compensation en matière de carbone. Oui, il y a encore beaucoup d'incertitudes, mais on est capable. Il y a un certain nombre de littératures, d'articles scientifiques qui nous expliquent comment compter les réductions d'émissions ou la compensation carbone avec un certain nombre d'actions. Oui. Et alors, au cours de cette COP25, l'accent va être mis sur les océans. Alors, il y a la question du plastique dans les océans et puis il y a le rôle des océans dans la lutte contre le réchauffement climatique, Laurent Bopp. Oui, alors ce qu'on peut rappeler, c'est que cette COP, elle devait être organisée par le Chili. Et c'est le gouvernement chilien qui a décidé, suite aux problèmes sociaux, d'abandonner l'organisation de cette COP. Et c'est Madrid, et donc l'Espagne, qui a proposé d'organiser cette COP. C'est toujours la Chili qui garde la présidence. Et le Chili avait décidé de mettre cette COP sous le signe de l'océan. Donc on a parlé de Blue COP ou de COP bleue pour parler de l'océan. Alors pourquoi parler de l'océan ? Peut-être en raison du récent rapport du GIEC, du rapport spécial sur l'océan et la cryosphère, qui rappelle le rôle de l'océan dans la lutte contre le changement climatique. Donc l'océan, vous le savez, c'est un acteur très important du système climatique. Il absorbe de la chaleur, il absorbe du carbone et donc il ralentit la vitesse à laquelle le changement climatique se développe. Ça, on le sait depuis très longtemps. Ce qu'on observe aussi, c'est que l'océan il répond au changement climatique avec des modifications importantes de la circulation océanique, de la chimie dans l'océan et des écosystèmes océaniques. Et donc, l'océan nous rappelle l'urgence de lutter contre le changement climatique. Et enfin, ce que rappelle le rapport récent du GIEC, c'est que l'océan est aussi source de solutions pour lutter contre le changement climatique. Il faut à la fois s'adapter aux modifications qui ont lieu dans l'océan et il faut aussi utiliser l'océan pour atténuer le changement climatique. Source de solutions, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on peut faire avec l'océan pour diminuer le réchauffement climatique ? Alors pour diminuer ou pour atténuer le réchauffement climatique, on peut utiliser la formidable possibilité d'énergie qu'on trouve dans l'océan. On parle d'énergie marine renouvelable et il y a un stock d'énergie très important dans l'océan. Donc on peut utiliser cette énergie renouvelable, on peut parler des hydroliennes, on peut parler de l'énergie qui est liée au gradient de température dans l'océan. Ça se développe à peine. Gradient de température, c'est-à-dire utiliser donc les différences de température, les utiliser comment, Laurent En utilisant les différences de température entre la surface de l'océan et des températures beaucoup plus froides en subsurface, avec cette différence de température. Un peu comme de la géothermie, mais Exactement, avec les océans. Mais dans l'eau, en fabriquant un courant marin qui va générer de l'électricité en utilisant ces différences de température. Et ça fonctionne. Ça fonctionne. Il y a quelques prototypes et le potentiel est très important. Il faut encore des développements technologiques vraisemblablement et puis il faut une volonté politique pour aller vers cette énergie marine renouvelable. Le Parlement européen a décrété jeudi l'urgence climatique, mais dans le même temps, les États-Unis se sont retirés de l'accord de Paris, la Chine continue de soutenir des centrales à charbon. À quoi ça sert si ces pays qui sont immenses de par le poids, leur poids dans le réchauffement climatique, ne suivent pas du tout les résolutions qui peuvent être votées ? Oui, c'était un peu le principe de l'accord de Paris. Pour l'instant, il n'y a rien de contraignant. On ne peut pas obliger un pays à réduire ses émissions. L'idée, c'est de faire preuve par l'exemple et donc de mettre en avant les pays qui s'engagent pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.
Donc c'est le cas d'un certain nombre de pays. Il y a un article récent qui montre que 18 pays ont passé leur pic d'émissions et sont en déclin en termes d'émissions. Donc ils sont peut-être pas sur la trajectoire nécessaire pour atteindre les 1,5 degrés, mais en tout cas, ils ont réussi à faire baisser leurs émissions. Donc on peut apprendre de ces pays. Quel pays? Alors un certain nombre de pays en Europe du Nord, mais aussi des pays d'Europe de l'Est ou même des pays d'Europe du Sud. En France aussi, les émissions baissent. Elles ne baissent pas suffisamment vite pour atteindre la neutralité carbone en 2050, ce qu'il faut pour limiter le réchauffement à 1,5 degré. Mais on peut apprendre de ce que font ces pays. Et donc, ce que font ces pays, c'est assez simple. C'est de basculer une grande partie de l'énergie primaire vers les renouvelables, de diminuer la consommation énergétique de façon générale et d'augmenter l'efficacité énergétique. Alors la pression de la jeunesse, notamment avec la figure de Greta Thunberg, est-ce que ça peut jouer? Est-ce que c'est là aussi une pièce qui manque pour que cette décroissance soit véritablement effective, Laurent Bopp? Moi, je crois qu'il n'y a que ça qui est efficace. C'est la pression que mettent les populations, les jeunes en particulier, sur les gouvernements. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir avancer. Donc c'est un défi majeur pour les prochaines années de baisser ces émissions. Un récent rapport de l'ONU rappelle ce qu'il faut faire. Il faut baisser nos émissions de 7% par an d'ici 2030. Ça semble énorme. Ça semble énorme, surtout que les émissions continuent à augmenter. On est encore à plus 1,5% en 2019. Alors c'est énorme et réaliste? Alors encore une fois, les exemples de ces 18 pays qui ont atteint leur pic et qui commencent à décroître doivent nous informer. Est-ce qu'on arrivera à 1,5 degré? J'en doute. Mais est-ce qu'on peut faire mieux que les 3 degrés, 3 degrés et demi qui sont sur la table aujourd'hui avec les contributions? Sûrement. Et donc, entre 1,5 et 3,5, il y a de la place et il faut faire beaucoup mieux que 3,5. La COP importante, c'est vraisemblablement celle de l'année prochaine à Glasgow, qui est la COP qui verra les différents pays, les 200 pays signataires de l'accord de Paris, revoir leurs contributions à la baisse en termes d'émissions de carbone. Voilà, ce n'est pas une fatalité que les émissions augmentent, c'est ce que vous venez de dire, Laurent Bopp. Vous êtes climatologue, océanographe au CNRS et à l'ENS. Merci de nous avoir rendu visite ce matin, il est 7h21. Les matins de France Culture, 7h-9h, Guillaume Erner.